Et du coup, la question de l'organisation du mouvement social, et la question de l'organisation des luttes, et la question donc de l'organisation du parti, parce que le parti c'est un composant du mouvement social, c'est un composant des luttes qui est en dialogue permanent avec elles et avec eux, c'est essentiel, et tu as pas mal bossé là-dessus, Antoine. Oui, on a. Alors, effectivement, tu disais dans les premiers retours qu'on a eus sur le texte, il y a des approches très différentes sur les questions de. Enfin, il y a des gens qui trouvent que effectivement, on a trop traité on n'a pas assez traité les questions internes, vraiment, les cellules, les sections, les trésoreries, etc. Et d'autres qui trouvent au contraire peut-être que ça prend trop de place. Ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est effectivement, comme tu le dis, d'essayer de réintégrer le Parti communiste dans les mouvements populaires et d'éliminer cette extériorité qu'il peut y avoir. Parfois, vous voyez, cette posture, la tentation de cette posture de c'est le parti société. Oui, nous condamnons tout à fait, cette espèce de posture de respectabilité, en considérant que le mieux c'est sur le bulletin de notes il y est bien marqué à chaque fois à condamner ceci, à condamner cela, les familles des vitrines, les familles et donc moi je dis tout ça très tranquille. Je dis tout ça de mon parcours, qui est vraiment un militant politique, qui consacre, qui a été beaucoup engagé, je veux dire, sur le plan électoral et sur le plan très, très classique du militant partidaire, vous voyez, de la gauche en plus un peu traditionnelle, etc. Mais ce qu'on a essayé de faire dans le texte, avec des points de vue différents, avec des gens qui n'ont pas du tout cette histoire-là et qui ont plus une histoire de manif, même d'orga, voilà, il y a les soulèvements de la terre, il y a vraiment plein d'approches différentes, en se disant que la question, c'est d'avoir un parti qui soit pleinement immergé dans les luttes et que les ressources institutionnelles dont il dispose, il les mette à profit de ces luttes, y compris pour les protéger, puisqu'on voit bien que effectivement, on entre dans une ère dans laquelle... moi, je me souviens, quand j'étais au lycée ou à la fac, etc., il n'y avait pas du tout le même niveau de répression que se prennent aujourd'hui les jeunes qui ont 15, 16 ans, etc., qui font faire les blocages de lycée, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va rentrer dans la loi, dans l'antiterrorisme et tout ça. Alors qu'il y a encore 10, 15 ans, c'était complètement admis. Alors, il y avait des gens pas contents, mais que dans une certaine limite, il fallait négocier, voilà. Mais que dans une certaine limite et en application de rapports de force de la lutte, c'était une modalité d'intervention citoyenne. C'était pas bloquer les établissements pour avoir des paquets de bonbons, c'était par rapport à des débats politiques, des débats citoyens, c'était un élément de... Et donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même une répression beaucoup plus féroce qui s'abat sur tous ces mouvements, qui a commencé avec en fait, d'ailleurs tu parlais de Macron au gouvernement, ça a commencé autour de 2016, cette espèce de nouvelle approche, où il nous avait empêché de manifester à Paris pour le 1er mai, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Ça a commencé avec la loi travail, vraiment, cette espèce de politique de pourrissement complet, de jouer, où le pouvoir politique a vraiment de manière beaucoup plus vénère qu'avant jouer le pourrissement, et donc d'avoir un parti qui a des parlementaires, qui a des centaines et des centaines d'élus locaux, etc., qui dit, et le parti l'a fait plein de fois dans son histoire en plus, et il le fait encore parfois dans les territoires et tout, mais là c'est de le faire vraiment nationalement, d'avoir des porte-parole nationaux du parti qui disent non, qui vont dans les médias, qui vont tenir tête. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, je sais pas, les gens vont dire que c'est une obsession, mais la question de la représentation médiatique est pour moi fondamentale, parce que c'est la modalité par laquelle les classes dominantes, par le truchement de tel ou tel intervieweur, essaient de faire baisser la tête, en fait. Et du coup que les gens se disent ah oui, quand même, c'est pas normal ce qui s'est passé. Ah bah oui, Xavier Mathieu, vous auriez pu laisser des centaines de vies se faire briser comme ça, mais un petit peu dans les règles, quoi, en respectant un peu et du coup le fait qu'il y ait des gens alors on peut critiquer certaines prises de parole des Insoumis, on peut dire oui, pas comme ci, pas comme ça, mais enfin ou de Poutou, de je sais pas quoi, mais tous ces gens-là, ils ont quand même la qualité fondamentale de dire non, mais je vous donnerai pas le point, et je vais même vous dire plus en fait, et d'aller leur rentrer dedans.
et d'aller montrer la réalité de où se situe la violence et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on porte un petit peu, et puis aussi le fait de considérer que, comment dire, il y a la question de la structuration interne du parti et tout ça, mais qu'il faut aussi ouvrir tout ça sur l'extérieur et dans tous les domaines, c'est-à-dire les gestes militants. Dans le Parti communiste, il y a une richesse, mais incroyable, en termes de connaissances accumulées, de dizaines d'années de militantisme, mais sur plein de petits gestes, et c'est pas que les élections, c'est pas que tenir les bureaux de vote, ou coller des affiches, etc. Il y a des fêtes, des festivals politiques qui sont organisés, ce qui demande un niveau de professionnalisme. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça suppose en termes de gastronomie, de logistique. De gastronomie. Oui, je prends ce qui m'intéresse en premier, mais de gestion logistique, de sécurité, c'est tout un ensemble de choses qui permettent qui sont hyper utiles en fait dans l'ensemble des luttes, que certaines luttes développent pas mal, en disant on organise du coup sur les piquets de grève, on organise le fait qu'il y ait de la bouffe, on organise le fait que on mette en sécurité les gens, que les gens qui s'engagent, on va que la manif en fait elle soit offensive, mais que la violence ne domine jamais, c'est-à-dire que du coup on va essayer de garder en sécurité les gens et tout, et de déjouer en fait la répression policière, etc. Le Parti communiste, il a plein de choses dans lesquelles il peut aller contribuer. En fait, ce qu'on voudrait en gros, c'est un Parti communiste qui se soucie la prochaine fois qu'il y a des blocages lycéens, qu'il y a des trucs, qu'il y ait des cocos partout qui aillent demander machin, comment on fait, vous avez besoin d'aide, vous avez machin, on a des locaux, venez, et ça on le fait dans plein d'endroits. Mais ça n'est pas reflété, je trouve, dans l'orientation nationale, qui est beaucoup trop sur une posture de défiance vis-à-vis de tout ce qui n'est pas, je sais pas comment dire, vous voyez, tiré à quatre épingles et en train de dire, et en train de publier des communiqués tirés au cordeau où vraiment on fait tout ce qu'il faut pour condamner préventivement tout ce qui pourrait éventuellement. Non, c'est pas comme ça la vie. Et donc on voudrait un parti qui soit plus proche des luttes. C'est pareil sur la question de la formation politique. Évidemment, il y a une grande richesse théorique, il y a une grande richesse dans la compréhension du monde. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a des revues du parti, il y a pas mal de choses qui se font, mais c'est trop en chambre, quoi. Et on voit bien aujourd'hui que il faut des chaînes YouTube, il faut je veux dire, ça n'a pas de sens qu'il y ait de ce point de vue des choses qui soient à destination uniquement des militants, et des choses qui soient, il faut que tout ça circule, quoi, de manière beaucoup plus, il faut que toutes les semaines il y ait des vidéos nationales, des choses pour diffuser les idées et tout ça, quoi. J'ai peut-être pas tout en tête, mais en tout cas voilà ce qu'on a voulu un petit peu développer sur les questions d'organisation. C'est une dialectique permanente entre le parti qui apprend des mouvements sociaux, les mouvements sociaux qui peuvent aussi apprendre du parti. C'est ce qu'on a essayé de faire. Elle est sans doute très très incomplète, cette partie, parce que et je dirais une dernière chose là-dessus, on a été très attentifs, parce que ça a été trop souvent le cas dans des derniers congrès à faire en sorte que les questions d'organisation, d'intendance ne viennent jamais remplacer l'indispensable débat sur la question de la ligne politique. Parce qu'en fait, savoir si on a bien fait le porte-à-porte, ou si on a bien fait ceci ou cela, ou si on a bien récolté les cotises c'est très important. Enfin, je veux dire, moi, j'étais secrétaire de section, je veux dire, il y a un certain nombre de choses, et il faut que ça soit fait, et voilà. Mais il y a une question fondamentale, c'est pourquoi on fait tout ça, et pour quelle ligne politique. Encore une fois, la ligne qu'on va défendre à la télé, pas que qu'on va défendre entre nous, pour quelle ligne politique on se bat, quoi. Et du coup, trop souvent, il y a des camarades qui disent non, mais oui, mais le plus important, c'est qu'on soit un peu mieux organisé, donc qu'on développe notre activité avec tel outil très précis, etc. Moi, je suis d'accord, franchement, pour avoir tous ces débats-là, il faut expérimenter, mais d'abord, la première chose, c'est qu'il faut déterminer une ligne politique, et c'est on essaie d'en poser une qui soit suffisamment claire, quoi. Ouais, alors là-dessus, moi, je suis pas... Je comprends ce que tu veux dire et tout, mais je suis pas 100% d'accord avec la manière dont tu l'envisages, parce que je pense que c'est assez important. On essaie quand même aussi de le faire, de faire des propositions précises de gestes d'organisation, parce que je pense quand même que c'est
un élément fondamental de ce qui permet à des millions de gens d'entrer en lutte, c'est qu'ils se posent ensemble la question de comment faire. Et pas que de que faire, mais de comment faire. C'est-à-dire de se demander, bon alors, on veut atteindre cet objectif-là. Donc il faut qu'on parle à des millions de gens. Il faut qu'on atteigne des millions de gens, il faut qu'on rentre dans leur foyer, il faut que nos idées... donc, alors toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et puis, comment on fait quand on n'est pas d'accord entre nous ? Bon, alors, il faut qu'on se retrouve, et puis qu'on discute, et puis qu'on ait un moyen de trancher, quoi. Et un moyen qui est toujours le même, parce que sinon, après, c'est impossible, on conteste, et tout. Bon, alors, comment on va faire ? Et alors, on voudrait... quel support on utilise pour aller parler à tous ces gens ? Est-ce que, on fait un tract, on imprime, on a une imprimante. Bon, les tracts, en vrai, à la truc du RER, là, à la bouche du RER, il n'y a pas tout le monde qui les lit. Alors, peut-être un truc qui va être plus lu. Alors, si on va toquer aux portes, au moins, il y a un échange direct. Mais enfin, il y a une partie des gens, ils trouvent ça un peu intrusif, donc eux ils vont pas ouvrir. Vous voyez, il y a quand même plein de sujets comme ça, c'est hyper important pour moi d'en faire des sujets très larges, très collectifs, des sujets dont on débat, et des sujets qui sont pas internes, parce qu'il y a un vieux réflexe militant qui consiste à dire, en fait les questions d'organisation, c'est des questions qui obsèdent les militants, mais dont les gens se fichent, parce qu'en fait les gens, ce qui les intéresse, c'est leurs conditions de vie concrètes, le pouvoir d'achat, le machin, etc. Et les questions d'organisation, c'est un truc de geek de la politique, un peu, quoi. Ou c'est un truc, voilà. Et du coup, je pense que moi, c'est pas vrai dans ma vie, par exemple. Moi, je suis rentré... Alors ça fait bizarre de dire comme ça, mais je suis rentré dans l'organisation par les questions d'organisation. Je me demandais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais en tête, je sais pas moi, la Commune de Paris ou Octobre Rouge, quoi. Je voyais ma vie à moi, alors j'étais au lycée, bon, et j'avais quand même, c'était pas exactement ça qui se passait, quoi. Il y avait pas. Alors comment on fait pour qu'il y ait des millions de marins, tu vois ça à Pétersbourg, pour qu'il y ait des millions de marins qui disent non, maintenant ça suffit, la guerre, on arrête, et puis on chasse le tsar, et puis machin, etc. Et du coup je me demandais, alors comment on fait ? Alors j'ai lu des livres qui disaient que faire, par exemple, qui disait alors ce qu'il faut, c'est organiser des cellules au plus près des gens, des noyaux actifs, quoi, qui permettent d'être en dialogue en permanence avec le mouvement populaire. Quand il y a des moments de répression, on en parle ça dans le texte, quand il y a des moments de répression, il faut être capable de se replier et de se protéger et d'organiser le fait qu'on perd pas de plume dans la bataille. Et du coup, toutes ces questions, je pense que c'est hyper important d'en discuter, parce que c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, par exemple. Ils ont passé des mois à discuter d'organisation et à se demander, alors comment on fait ? Et du coup, ils ont fait des bêtises, des erreurs d'organisation manifestes, ils ont appris de ces bêtises, et puis ils ont fait des choses qui sont pas des bêtises, ils ont aussi appris de ces succès, le fait d'avoir un point de rencontre permanent, le rond-point, etc., etc. Et du coup, je pense que quand tout le monde s'empare de ces questions-là, à la fin, ça fait une capacité d'action collective qui est vachement accrue, et à la fin, ça joue quand même un rôle militant et un rôle politique d'entraînement, le fait que tout le monde s'intéresse aux questions d'organisation, qui est neuf. Et moi, ce qui m'a un peu embêté, tu vois, par exemple, dans la dernière mobilisation pour les retraites, alors c'était pas le cas en 2019, mais celle-là de 2023. En fait, on parlait très peu d'organisation, et y compris en pratique, il y avait très peu d'AG, par exemple, d'AG syndical, quoi. Il y avait des manifs immenses, mais il y avait très peu d'AG. Du coup, la question de comment on fait était vachement peu posée, et en pratique, je pense qu'on était très nombreux, c'était un super mouvement, qui a perdu, il faut analyser tout ça, mais c'était un super mouvement et tout ça. Mais je pense qu'en pratique, en termes d'initiative, en fait, on a quand même moins fait, parce qu'on a moins débattu de ce qu'il faut faire. Et parce que franchement, moi j'étais impressionné. Là à Nanterre, il y avait le dépôt RATP pendant le mouvement 2019, mais c'était en permanence plein d'activités. C'était un peu moins vrai en 2023, quoi. Et du coup, je pense que c'est hyper important qu'on essaie de se demander, bon alors, comment on rend ces questions-là plaisantes, intéressantes, comment on fait pour que des millions de gens s'en emparent, parce qu'une fois qui comprennent et qui savent qu'ils peuvent agir sur la politique, mais ma foi ils le font. Et tout a changé une fois qu'ils ont... Justement, je voulais vraiment réagir là-dessus, c'est de dire, de casser le mythe selon lequel faire de la politique c'est compliqué. Et en fait, je trouve que la force des organisations, justement, c'est de faciliter l'action, quoi, et de dire, en fait, on a des moyens pour permettre aux gens d'avoir des tracts, d'avoir des supports, de mettre en lien les gens pour que des projets puissent naître, pour que des initiatives puissent naître. C'est de mettre en lien les gens, c'est d'être vraiment ce carrefour de rencontres entre des aspirations intellectuelles, de formation intellectuelle, etc., et des espaces de mise en pratique, parce que je pense que s'il y a des millions de personnes qui partagent nos idées, pour l'instant il n'y a pas des millions de personnes qui sont en action concrète tous les jours dans ce pays pour agir concrètement sur la politique. On le voit quand même un peu, surtout dans le mouvement associatif où les gens s'organisent pour lutter contre telle ou telle question, sur tel ou tel aspect de la précarité sociale, etc. Mais la politique en tant que telle, je trouve que cette capacité des organisations à dire aux gens, en fait, c'est très simple de faire de la politique,
politique, on en a parlé dans le texte un peu des questions par exemple des organisations de jeunesse, c'est-à-dire d'apprendre, d'expérimenter, d'apprendre à faire de la politique, d'apprendre à écrire un tract, d'apprendre à écrire un communiqué, d'apprendre à parler à la presse. Enfin voilà, c'est des lieux d'apprentissage politique qui sont pour moi importants et qui sont extrêmement nécessaires et extrêmement précieux dans des moments aussi où on voit où les liens sociaux aussi se dénouent partout, où les traditions aussi de solidarité, de collectivisme, etc. sont vraiment mis à mal par le système capitaliste, où forcément dans un moment où on se politise aussi via les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très bien, mais d'avoir des organisations qui te disent c'est bien de se politiser sur les réseaux sociaux, de discuter avec les gens, mais quand tu discutes avec avec des familles qui ont 4-5 enfants, qui ont des réalités particulières et que tu es dans une barre d'immeuble, et tu es quand même face à des réalités qui sont complètement différentes, et ta façon de faire de la politique ou d'appréhender la politique et la réalité, c'est des choses complètement différentes. Et le fait qu'il y ait une organisation et des organisations politiques qui sont à même déjà de permettre juste que cette action puisse avoir lieu, c'est-à-dire on va pas tracter ou on va pas aller faire du porte-à-porte tout seul comme ça en se réveillant un jour le matin. Il faut bien qu'il y ait des lieux de rencontre et des espaces où ça se fait, mais aussi de clarifier des objectifs, de monter des campagnes, d'aller convaincre des gens, et je trouve que c'est vraiment la force des organisations. Et si on n'a plus ça, et si le Parti communiste n'est plus aussi cet espace où se rencontrent différents mouvements sociaux, différents courants d'idées, où se rencontrent aussi différentes trajectoires sociales, puisque c'est vrai que quand tu es dans une cellule du Parti communiste, tu rencontres des gens qui n'ont pas du tout la même trajectoire sociale que toi, tu rencontres des gens très très différents d'un point de vue socio-professionnel, d'un point de vue de la trajectoire migratoire, etc. Enfin, c'est des lieux quand même de rencontres extrêmement puissants, et c'est des gens qui se rencontrent et qui agissent ensemble pour le même objectif. Et je trouve que ça, un parti communiste doit être pour moi le reflet de la société, et il doit être traversé par les mêmes questions qui sont traversées par la société, et qui doit aussi traduire, pour moi ça c'est hyper important, traduire les aspirations politiques et militantes aussi des mouvements divers, du mouvement antiraciste, du mouvement féministe, du mouvement écolo, du mouvement des gilets jaunes, etc. Un programme ou une ligne politique du Parti communiste, c'est une ligne qui arrive à agréger et à rassembler en fait toutes ces aspirations qui ont et tous ces mouvements qui ont des traditions historiques différentes, et des traditions aussi militantes différentes, et qu'il arrive à les faire converger ensemble dans l'action politique, quoi. Je pense que ce que tu dis là, c'est extrêmement important. Sur il y a des mouvements, le parti comme reflet, en tout cas, alors de toute la société, en tout cas d'une immense majorité, peut-être qu'il y a une petite partie qui ne sont pas représentée, la bourgeoisie, mais en tout cas, qui reflète largement les mouvements populaires et tout ça. Ça me semble extrêmement important parce que ça explique pourquoi un parti, ça doit être pluraliste en fait. Et moi j'ai trop souvent eu le débat, ça existe quand même, l'hostilité un peu irréfléchie envers l'initiative qu'on prend. On prend une initiative, de dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Il y a quand même l'immense majorité des gens, y compris des communistes, qui disent écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec tel ou tel truc. Ok, c'est très bien, c'est l'objectif en fait de pouvoir provoquer le débat et de savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Et puis il y a aussi quelques réactions, alors c'est quelques unités, quelques dizaines de personnes peut-être, qui sont sur un truc très vous ne pouvez pas, la ligne du parti ou le je sais pas quoi, mais en fait ça n'existe pas ça. Pour prendre des décisions efficaces et puis pour laisser s'exprimer les contradictions et tout, un parti pluraliste, c'est indispensable. Et ce que tu dis sur le fait que les gens se rencontrent en vrai, qu'ils agissent ensemble, qu'ils se confrontent au fait qu'en fait les choses elles sont compliquées, et comme tu disais Hugo tout à l'heure, que les gens ils sont traversés de... franchement, quand tu fais du talk chez quelqu'un, tu fais du porte-à-porte et tout, mais il y a plein de gens, il y a 5 minutes, tu vas discuter 10 minutes avec eux, 5 minutes où ils vont te dire des trucs, un peu, je sais pas, conservateurs, ou des trucs... Alors du coup, si tu mets les gens dans des cases, tu vas te dire là c'est je vais m'embrouiller avec et tout, et en fait après 5 minutes après, il te dit un truc complètement différent parce qu'en fait il trouve que parce que je sais pas par quel bout, mais l'écologie quand même, et du coup il te parle un peu de transformation sociale. Donc si on se confronte pas à ça, à la diversité des gens
et à la diversité des opinions de chaque personne prise isolément, on construit quelque chose de vachement intolérant. Et de ce point de vue, les réseaux sociaux, malgré ce qu'ils permettent et tout, n'aident pas. Enfin, notamment la culture Twitter, vous voyez, qui s'est développée depuis, je sais pas, 10-15 ans. Elle a fait énormément de mal, moi je trouve, sur l'incapacité, et dans tous les courants politiques. Hein. Les gens ont beaucoup parlé dans les Insoumis, là ouais, il y en a des comptes Twitter qui se jettent dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc qui est pas d'accord et tout. Et en fait, ça existe, tu regardes, ça existe dans tous les courants politiques. Mais je trouve que ça fabrique quelque chose qui est complètement désorganisateur pour le coup. Ouais, mais c'est vrai ça. Sur ça, je pense, sur ce que tu dis sur le pluralisme, et sur le fait que c'est hyper important d'avoir une pensée du pluralisme, parce qu'en fait, la pluralité est indépassable. Moi, j'y suis arrivé quoi, à ce raisonnement longtemps. Je me suis dit que la politique, l'organisation politique, c'est un lieu où on se rencontre, où on débat, de manière à se mettre d'accord. Et on sort et on met tous d'accord. Et je pensais ça. Et du coup, que c'était dysfonctionnel quand ça permettait pas ça. Sauf qu'en fait, ça n'existe pas, cette manière de réfléchir. C'est une vue hyper naïve de ce qu'est un collectif humain. Et même dès la naissance du mouvement communiste, indépassablement, le mouvement communiste, il a été fabriqué par des gens dont les uns étaient socialistes, dont les autres étaient ancrés dans une vieille tradition jacobine, dont les autres étaient anarcho-syndicalistes, dont les autres étaient des révolutionnaires russes. Enfin bon, c'est ça qui fait un parti communiste, c'est ça qui fait un mouvement communiste. Et en fait, il y a un copain, par exemple, qui me disait « Ouais, mais pourquoi vous ne proposez pas une définition du communisme dans le texte ? Pourquoi il n'y a pas une définition explicite du communisme disant le communisme c'est ça ?» Mais parce qu'en fait, il y a plein de copains qui viennent avec une discussion du communisme différente, qui les uns disent le mouvement qui abolit des choses, pour d'autres c'est ça jaillit de la révolution, quoi, le communisme, c'est ce qui vient après. Et puis en fait, ce qu'on a décidé, quoi, c'est que tout ça peut et doit coexister, et que ces différentes conceptions de la chose, en fait le communisme c'est ce que font les communistes, et que toutes ces différentes conceptions de la chose, elles ont leur place ensemble, et c'est comme ça qu'on fait de la politique, en négociant entre différents points de vue, à chaque fois, dans chaque contexte, et où on essaie à chaque fois d'en tirer le meilleur pour le niveau de combativité, pour la transformation du monde, et à chaque moment, quoi, on essaie d'en tirer le meilleur. Et sur ça, c'est hyper important, cette idée d'après laquelle, en fait, on mettra ensemble, et on veut mettre ensemble, et on met ensemble des gens qui ont des points de vue vachement différents sur les choses, mais qui ont la même intention, celle de changer, celle d'après laquelle il faut changer le monde, et pour changer le monde, ça passe par le chemin du progrès social et démocratique, en gros, et tous ces gens, et du coup, il faut renverser la classe dominante qui rend ça impossible, c'est ça le socle, quoi, et à partir de là, en fait, tout le monde discute, réfléchit, et arrive avec sa propre histoire et sa propre trajectoire. Il y a un truc intéressant, quoi, sur cette question, du coup, il y a plein de gens différents, et je sais plus, Friot, à un moment, il avait fait un texte qui m'avait vachement fait réfléchir, qui s'appelait l'Union des communistes, et où il disait mais attendez, il y a plein de gens qui se revendiquent du communisme dans ce pays, il y a vraiment plein de gens, il y a les gens du PCF, alors au sein du PCF il y a plein de sensibilités différentes, et puis il y a des trotskistes qui se revendiquent du communisme, il y a des gens comme Andreas Malm, donc des gens un peu autonomes, quoi, enfin, tu vois, dont la modalité d'action c'est quand même de saboter des outils industriels, bon, donc, voilà, il y a vraiment, il y a du collectivisme un peu zadiste, un peu comme ça, il y a vraiment plein de gens qui se revendiquent du communisme, et c'est important d'être hyper plural, d'être en dialogue permanent avec l'ensemble de ces gens qui disent que le monde ira mieux quand on mettra en commun les choses. C'est bien ça le truc fondamental. Et sur ça, moi il y a un truc, je pense que c'est important de s'expliquer un peu dessus, quoi, et d'en discuter et tout ça. Ça m'a fait un peu sourire parce que c'est sur la question du mouvement refondateur. Donc, pour les gens qui ne savent pas, le mouvement refondateur, c'est un mouvement interne ou externe, enfin dans l'environnement du mouvement communiste, qui est né, enfin qui a pris de l'importance à partir de 84 et dont le point fondamental était de dire bon, on est dans un moment où le moteur de la transformation communiste semble cassé, et du coup il faut le refonder et réfléchir, et en disant c'est notamment pour des raisons démocratiques et tout ça et tout ça. Et donc il y a une longue histoire, il y a des différents penseurs et tout ça. Et sur cette question-là, on a reçu des messages hyper contradictoires entre eux, avec des gens qui disent ouais, le texte il est quand même vachement, il est trop coloré, quoi, de trucs refondateurs, parce qu'il est vachement attentif aux mouvements sociaux, parce qu'il est vachement attentif à la question de l'unité du rassemblement politique,
Et d'autres remarques qui me disent ouais c'est quand même dommage parce que dans votre texte on retrouve pas les acquis du mouvement refondateur parce que il manque par exemple la question il y a un passage du texte où on dit le programme révolutionnaire quoi et on dit qu'il faut appliquer dès le lendemain jour 1 quoi qu'est-ce qu'il faut alors voilà saisie des banques etc. Et dans ce programme révolutionnaire il n'y a pas la construction de nouveaux contre-pouvoirs et du coup il n'y a pas les garanties quoi contre le basculement dans des situations antidémocratiques et tout. Et donc il disait ça. Et donc on a un peu. Moi je voulais discuter un peu de ça parce que dans mon rapport au mouvement refondateur, il est un peu complexe quoi. Il est un peu. Il a différentes dimensions. Dans ma vie, la première fois que je me suis confronté à la pensée refondatrice, au mouvement refondateur, c'était des idées inspirées par Martelly notamment, Roger Martelly, et qui disait. Du coup j'ai pris ça assez négativement parce qu'il disait il faut sortir de la matrice bolchevique de l'action communiste. Et moi, j'avais l'impression, moi j'étais là pour ça, j'étais là pour la matrice bolchevique, quoi. Moi je trouve encore, quoi, que c'est formidable, quoi, le bolchevisme, c'est l'idée d'après laquelle la politique peut tout. Ouais, peut-être qu'on est en Russie et qu'en fait c'est le tsar et que rien n'est possible, que machin, mais si, on va essayer quand même, on va essayer de faire la révolution, on va essayer de changer le monde, la politique peut tout, et donc la démocratie peut tout. Donc tout peut devenir démocratique. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, là, fondamentalement, le bolchevisme. Du coup, j'ai pris ça hyper, mais quoi, c'est ce qu'il y a de plus beau en politique, quoi, parce que, alors, je veux pas sortir de ça, bon. Et puis, je me suis aussi confronté à la pensée de gens comme Lucien Sèvres, qui dit un truc, moi, il y a un truc vraiment dont je partage fondamentalement la démarche. Lucien Sèvres, dans son dernier bouquin, là, Communisme, point d'interrogation, mais il l'a dit à plein de moments, il disait, en fait, le Parti communiste a déjà été refondé une fois. Marx, il a lancé quelque chose qu'il appelle un parti communiste, avec le manifeste du Parti communiste. Ça a disparu, pour plein de raisons et tout, il y a eu des problèmes. Ensuite, il y a les partis sociaux-démocrates qui sont apparus notamment en Allemagne, avec la Deuxième Internationale et puis le Parti social-démocrate allemand, qui a fini dans une bouillie horrible dans le soutien à la guerre et tout ça. Et puis il y a eu la révolution russe, et puis Lénine et d'autres, quoi, les révolutionnaires russes ont dit il faut revenir à la source quoi, de la proposition marxiste, et donc il faut fonder à nouveau le Parti communiste. Et du coup, l'idée, c'était aussi l'idée d'après laquelle il y avait eu une catastrophe, la Commune de Paris, une catastrophe pour le mouvement révolutionnaire quand même, qui a éliminé ces éléments les plus vivants, les plus combatifs et tout ça, qui avait rendu impossible ensuite l'existence d'une organisation communiste. Mais il était temps de tourner la page de cette catastrophe et de dire qu'à nouveau, l'heure était au communisme, quoi. Et du coup, le développement de Sèvres, c'est dire, bon, il y a eu une catastrophe, c'est-à-dire l'échec du socialisme et du communisme à l'Est, qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Il y a eu les purges de Moscou, et puis il y a eu la chute en 89 et tout ça. Il y a eu une catastrophe. Maintenant, il s'agit qui a fermé la page du communisme pendant les années après. On le disait tout à l'heure, c'est vrai que défendre le communisme en 1994, c'est pas simple, quoi, parce qu'il y a vraiment des vents contraires qui soufflent, quoi. Et du coup, maintenant, il s'agit de fonder à nouveau, et donc de refonder, et d'ouvrir une nouvelle période, quoi, de l'histoire communiste. Et ça, pour le coup, c'est intéressant, parce que Sèvres, il défend cette idée-là du point de vue de la refondation communiste, mais on retrouve cette idée chez des gens comme Domenico Losurdo, qui n'est pas du tout de cette histoire-là, qui est d'une histoire très différente et tout. Et ça, c'est quelque chose qui me convainc très fort. Alors c'est un argument un peu théorique, un peu abstrait, un peu philosophique quasiment, mais ça me convainc très fort, l'idée d'après laquelle, à chaque fois, il s'agit de construire quelque chose de différent, sur la base des succès de la période antérieure, et en retenant et en apprenant des erreurs, quoi. Et que c'est ça refondé, et que c'est ça fondé à nouveau. Donc ça, c'est une dimension de la pensée refondatrice. Et du coup, évidemment, la question des contre-pouvoirs, la question de comment on fait pour que les révolutions de demain soient plus largement démocratiques que celles d'hier, et tout ça, et surtout qu'elles finissent pas dans la répression horrible, dans la liquidation du pluralisme et tout ça. Bon, c'est hyper important, je pense. Et un autre aspect, c'est que dans la vie politique un peu plus concrète, parce que là c'est hyper théorique et tout ça, moi donc le mouvement refondateur, il a connu plein de formes et plein d'actions et tout ça dans la vie politique française, dans la vie du Parti communiste français. Il a inspiré, alors c'est pas la seule composante, mais des propositions de congrès antérieurs. Donc il y avait en 2016, il y avait le texte pour une ambition communiste, et puis au dernier congrès 2023, le texte pour un printemps du communisme. Et 2023. Oui, c'est l'inverse. Pardon, non, je décale, pardon, oui, je dis des bêtises. Donc 2016-2018, pas 2016-2023. Oui, c'est ça. En 2016, pour une ambition communiste, 2018, pour un printemps du... Et moi, à la fin, la politique, c'est important, et du coup, les gens qui ont dit non d'emblée
à la dérive dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire la dérive qui est on s'isole complètement de la gauche radicale, on arrête de lui parler, et du coup on se rapproche de ses adversaires, parce que c'est quand même ça qui s'est passé depuis 2018, des gens comme Elsa Faucillon et d'autres, et donc inspirés par ce mouvement-là, moi, ça force mon respect, parce que c'est très difficile d'être minoritaire, il y a des gens qui t'attaquent, et puis tu te coupes de gens, et puis militer c'est toujours plus agréable quand on est tous d'accord, et tout ça, bon. Et du coup, il y a un acte de courage politique qui a alerté et qui a rendu possible, y compris pour des gens comme moi, de réfléchir, de dire attends, moi j'étais pas en 2016, j'étais pas du tout d'accord, j'ai pas voté la même chose qu'Elsa au Congrès, et du coup moi non plus, je sais pas toi même si t'étais déjà dans les... Moi non plus. Mais du coup tu vois, le fait cette tradition militante de la Fondation communiste a gagné mon respect à ce moment-là, parce qu'elle a été très isolée, mais elle a eu le courage de dire non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est une bêtise. Et moi j'avais hésité. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, comment dire, il y a un discours qui consiste à dire, en tout cas il y a des gens qui essaient de dire, oui mais en fait, on le voit de temps en temps, il y a des gens qui écrivent ça sur les réseaux sociaux, ah bah oui mais Elsa Faucillon c'est la droite du parti. Pardon ? Attendez, là, on est bien d'accord que le parti il est dirigé par un mec qui s'appelle Fabien Roussel et qui pense qu'il faut... je ne sais même pas laquelle de ses orientations prendre, mais oui, pour moi, la plus spectaculaire, c'est qu'il pense que ça se négocie d'entrer au gouvernement, quoi. Donc, est-ce que... Il revient sur la proposition de sortie de l'OTAN au moment où la guerre en Ukraine... Oui, il dit, c'est pas le moment. Ouais. Tu vois, il dénonce la gauche des allocations, c'est-à-dire la gauche des prestations sociales. Bon, il y a toute une série de moments. Donc il y a un discours, donc selon certains discours, Elsa Faucillon, elle est à droite de ça. Tu vois, c'est quand même incroyable. Et je pense qu'il faut pas laisser... Enfin, il y a toute une torsion du débat. Pareil en disant, ah bah oui, les refondateurs de Robert Hue. Mais attendez, mais de quoi on parle ? Quel est le rapport entre... Enfin, parlons des positions politiques réelles des gens. Et en ce moment, Elsa Faucillon, elle est en train, on en a parlé dans le dernier podcast, elle est en train de conduire une commission d'enquête pour dénoncer le traitement, les accords entre la France et l'Angleterre, les accords du Touquet, et du coup le traitement inhumain des migrants, etc. Et est en train de mener bataille sur cette question-là, et avec d'autres parlementaires communistes et tout ça. Et du coup, je pense que c'est important qu'on ramène le débat, déjà que ce que tu fais très bien, qu'on rappelle les filiations politiques des uns et des autres, les historiques, y compris un peu philosophiques et tout, parce qu'en fait personne n'en parle, c'est des mots qui sont jetés comme ça, ouais, refondateur ou ceci ou cela, qui sont jetés sur les gens comme une insulte, quoi. Donc ça c'est important, et c'est aussi important de parler des positions politiques effectives des gens, quoi. Parce que c'est quand même curieux qu'on nous explique que des gens qui sont en train de faire dès t'entends un flash, tu te retournes, ils sont en train de prendre une photo avec Carole Delga, Glucksmann. Vous vous souvenez, au moment du NFP, il y avait une espèce de petite vidéo ASMR entre Roussel et Glucksmann, là, qui disait « Tout va bien se passer, on est ensemble », et ils étaient comme ça, bras dessus, bras dessous. Enfin, c'est pas la gauche du Parti communiste, on est d'accord, c'est même pas la gauche de la gauche non plus, ou la gauche en général. Donc, il faut qu'on revienne dans la réalité et qu'on parle des positions politiques réelles. Je veux dire, qui veut faire quoi, pour mener quelle politique, quelle stratégie, etc. Et donc c'est ce que on essaye avec ce texte, à mon avis, de clarifier. En tout cas, de clarifier le débat, quoi, de dire, en disant, c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, mais qu'on parle vraiment des points réels du débat, quoi, et pas de trucs imaginaires. Je crois qu'on arrive au bout de notre temps. Je voulais juste dire, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on a pris cette initiative. Donc là, ça fait que 5 jours, donc il faut aussi du temps. Il y a plein de gens, franchement, qui n'ont pas eu le temps de le lire parce que il y a les municipales, il va y avoir la campagne d'entre-deux tours et tout ça. Donc j'espère que le plus de gens possible vont prendre. Aujourd'hui, c'est la trêve électorale, donc peut-être certains sont en train de profiter pour le lire en ce moment. Donc ça, voilà, et qu'évidemment, on considère que c'est très important qu'il y ait un seul texte alternatif à Fabien Roussel qui porte ces orientations-là, en gros, d'un parti communiste qui soit combatif, unitaire, qui porte les orientations qu'on a développées ici. Et du coup, évidemment, dans le cadre, tu évoquais le rassemblement, l'union des communistes, le rassemblement des communistes. Évidemment, on a pris contact en fait avec tous les groupes un peu organisés qui ont fait savoir dans la dernière période, et notamment qui l'ont fait savoir publiquement, parce que qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il fallait faire autre chose, que c'était ceci et cela. Et tous ces gens-là, sans exclusive, on leur a écrit, on leur a parlé, on les a appelés
Et donc voilà, on est en contact avec eux pour essayer de réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on peut avancer, quoi. Parce qu'évidemment, on pense que c'est très important que non seulement de faire entendre une voix, mais aussi qu'elle soit gagnante pour se poser d'autres questions à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle du parti et à l'échelle du pays.